L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Tous les matins également, vous avez accès à cette émission. Évidemment, on vient de l'apprendre, hein, mon cher Moussa Moïsila. On parle de Tunisair ce matin. Tunisair, rapidement pour planter le décor, la famille Fofana, il y a le doyen de la famille qui est tombé malade, donc qui a été évacué du côté de la Tunisie, et donc qui a bénéficié d'un vol sur la rame, normalement un vol aller-retour sur la rame. Donc la maladie s'est développée, les soins n'ont pas pu aboutir, donc le monsieur était presque en train d'agoniser. Donc il a été mis sous oxygène et la famille a voulu utiliser le billet retour de la rame, puisque c'était un billet aller-retour. Et la compagnie aurait fait comprendre à la famille que le vol de la rame n'était pas un vol direct, donc il fallait utiliser notre compagnie. La famille alors utilisait la compagnie de Tunis Air, donc qui aurait dit à la famille qu'il s'agit d'un vol direct. Donc entre-temps, le vol a atterri à Dakar, mais avant d'atterrir, le monsieur a succombé dans l'avion. Donc, il est mort. Il est mort dans l'avion. Le corps sera débarqué à Dakar, confié aux autorités sur place. La famille ayant appris cela va appeler la compagnie pour en savoir un peu plus. La compagnie va rassurer la famille que tout est à la charge de la compagnie, que tout est à leur charge, et donc ils feront tout pour que le corps puisse regagner Conakry, mais que quand il y a un décès en plein vol, les normes qui réglementent un peu l'aviation voudraient que le corps soit débarqué, qu'il y ait certains aménagements, certains conditionnements afin que le corps puisse être réembarqué et ramené à destination. Mais cela ne va pas être fait. Le corps sera laissé à l'hôpital, débarqué là-bas. Et des tractations seront menées auprès de l'ambassade par la compagnie pour que l'ambassade de Guinée à Dakar paye les frais de rapatriement du corps et les frais d'hôpitaux de conditionnement du corps. Donc, ça va tarder, ça va retarder, et la date donnée ne va pas être respectée. C'était lundi dernier. La famille viendra à l'aéroport pour recevoir le corps. Entre-temps, une délégation était déjà allée au village pour l'enterrement. Ils vont attendre jusqu'à l'arrivée du vol, ils ne verront pas le corps. La compagnie va placer des arguments et entre-temps, la famille va prendre attache auprès de l'ambassade de Guinée à Dakar qui dira « Non, on a été contacté par la compagnie pour prendre en charge des frais dans une affaire dont nous ne connaissons absolument rien. » Ce monsieur qui est décédé, certes, il est guinéen, mais il ne résidait pas à Dakar. Et même s'il résidait là, nous n'avons pas de budget pour pouvoir faire face à ces cas. Donc, la compagnie la compagnie Tunis Air avait pourtant donné, avait pourtant envoyé un mail. Moi, je me suis fait passer pour un neveu du défunt pour parler avec des gens qui travaillent au sein de la compagnie, désolé pour vous, pour essayer de comprendre. Et ils avaient reçu un mail de la compagnie qui a dit le corps viendra lundi. Pourquoi ça n'a pas été respecté? C'est la question que je me pose. Pourquoi ça n'a pas été respecté? Aujourd'hui, c'est aux frais de la famille que le corps sera finalement rapatrié un peu plus près d'1,5 million francs. Les grandes gueules. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on s'intéresse un peu à la façon dont les compagnies traitent les clients. Vous avez quelqu'un qui était vivant, un bien a été acheté pour le ramener à Conakry. Vous faites escale à Dakar, il meurt entre-temps. Normalement, vous dites que vous prenez tout en charge, vous rassurez la famille. Vous débarquez le corps, vous démarchez auprès de l'ambassade de Guinée à Dakar pour que celle-ci puisse prendre les choses en charge. La compagnie, il faut s'en méfier. C'est incroyable. La rame surtout, c'est autre chose. Voilà, donc, même Air France n'est pas épargné là-dessus. Donc la famille aujourd'hui, n'importe quoi. La famille Fofana, c'est n'importe quoi. Autant vous prenez. Mais régulièrement, oui. Et je dénonce aussi régulièrement. Mais non, mon cher ami. Mais non, tu le sais. C'est quand même mieux. Abakar. Je te pose une question. Moi, par contre, c'est vraiment la rame. Mohamed. Du vivant. La rame. Du vivant. La rame, c'est du n'importe quoi, franchement. Qui aurait osé faire pareil affront à la Guinée? Vous savez, quand un pays perd sa respectabilité, tout le monde marche sur vous. C'est vrai. Je vous assure. Parce qu'à une autre époque, cette compagnie n'aurait jamais foulé le tarmac de la Guinée. Soit vous prenez en charge, ou vous prenez en charge. Mais maintenant, moi je pense, pour le moment, Dieu soit loué. La famille s'est organisée, mais ça fait quand même mal. Ça fait très mal. Vous perdez un être cher. Il peut poursuivre la compagnie. Et on vous balade comme ça à tout moment. Voilà, dépouille. Justement, maintenant qu'ils aillent d'abord s'occuper de la sépulture. Mais après ça, cette compagnie, il faut la poursuivre. Il faut la poursuivre. Heureusement, voilà, il faut la poursuivre. Maintenant, leurs avocats leur diront, est-ce que c'est à Dakar, est-ce que c'est ici ou en Tunisie? Mais il faut la poursuivre, tout simplement. Donc,
La suite, c'est que le corps va finalement venir aux frais de la famille et le porte-parole de la famille a quand même décidé de porter plainte contre la compagnie. Il a de porter plainte contre la compagnie sur beaucoup de plans d'ailleurs. Et c'est incroyable parce que la compagnie aussi doit faire face aux frais qui ont été engagés. C'est quand même un bien qui a été acheté pour que le monsieur, le malade soit ramené sur Conakry. Et il faudrait aussi qu'il y ait une certaine réglementation au niveau de ces voies-là, surtout qui desservent le Maghreb. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas savoir combien de plaintes que les gens reçoivent. Je disais tantôt, franchement parlant. Aucun respect. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Nous allons partir maintenant sur le terrain, évidemment, d'où nous attend donc le ministre Taran. J'espère qu'il va nous entendre ce matin, en tout cas. Mon cher Titi, on parle de la Sénacip. Jacques voudrait bien. Allez-y, Jacques. Il est préoccupé. On parle de la Sénacip, franchement. Finalement, je crois que c'est la deuxième édition que lui, il va organiser. Il a hérité d'une édition qui avait été préparée par Gassama Diaby. Difficilement, il n'y avait pas d'argent. Et quand il est arrivé... on lui a donné un peu, nous avons vu ce qui a été fait. Et je crois que cette année, on va parler de je sais pas, voter un devoir ou un droit du citoyen, c'est le thème. Non mais Titi, il n'a pas, il n'a pas. Je crois que c'est en quelque sorte devoir de voter. Je crois que c'est cela le thème. Maintenant, on va se poser la question. C'est exactement ça, le devoir de voter. Le devoir de voter. Voilà. Bon, il y a le contexte qui s'y prête puisqu'il y a des élections qui sont à parachever et des élections à organiser. Non, quand le thème a été choisi, lorsque le thème avait été choisi, n'oubliez pas, la date des législatives n'était pas fixée. On ne savait même pas qu'on y allait. On parlait de référendum. Au référendum en ce moment. Allez, il est là, Mamadou Taran Diallo. J'espère qu'il nous entend bien ce matin. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Comment allez-vous ce matin? Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission, monsieur le ministre. Alors, cette Sénacip, l'édition de cette année, elle va pouvoir enfin se tenir. Elle va démarrer le mardi 17 pour s'achever le 23. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici pour qu'on en arrive quand même à fin décembre pour la tenue de cette Sénacip. Régulièrement, d'ordinaire, elle est censée se tenir dans la première semaine du mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi ce grand retard? Bon, comme vous avez dit, effectivement, elle devait se tenir du 1er novembre au 7. Finalement, la mise en place, si vous voulez, du financement a dû entraîner ce décalage. Maintenant que tout est prêt, nous allons effectivement la tenir du 17 au 23. Donc la mise en place du financement, l'organisation. Non, vous dites que tout est enfin prêt. Rassurez-nous que vous avez pu quand même entrer en possession de tout le budget que vous avez prévu pour l'organisation de cette Sénacip. On nous parle d'un budget d'un peu plus autour de 7 milliards. Est-ce que vous avez à date reçu l'intégralité de ce budget? Oui, il est disponible. En fait, on avait été très ambitieux. On avait au départ exprimé d'avoir 13 milliards pour couvrir l'ensemble des 33 préfectures. On avait voulu aussi dans chaque préfecture avoir une commune rurale. Bon, ça n'a pas été possible. Donc finalement, en fonction des réalités, des contraintes, nous sommes arrivés, comme je vous l'avais dit, aux environs de 7 milliards et aujourd'hui c'est prêt. Le déploiement est prêt pour commencer le 17. Bien. J'ai envie de poser une question, monsieur le ministre. Pourquoi ce budget, en fait, ça sert à quoi exactement? Alors, vous savez, la Sénacip, c'est une campagne de mobilisation, de sensibilisation et d'information citoyenne. Alors, nous sommes à la 4e édition. Vous le savez, chaque année, on prend une thématique. Alors, la thématique de cette année, en tenant compte de l'agenda électoral pour 2020 sur les élections, nous avons finalement opté de nous inscrire dans cet agenda, à savoir une thématique comme voter, droits et devoirs des citoyens, et comme slogan, usez de vos droits, faites vos devoirs. Donc on s'est exprimé dans ça.
Vous le savez, les processus électoraux composent des phases préélectorales, que sont le recensement, la distribution des cartes, la préparation logistique. Après, vous avez la phase elle-même électorale, le déroulement du vote, le dépouillement des observations et le post-électoral, centralisation des résultats, contentieux, proclamation des résultats. Vous savez, chaque fois qu'on parle d'élections dans notre pays ou dans les pays africains, c'est souvent de l'appréhension, les gens ont des craintes. Alors, c'est faire de la sensibilisation, faire en sorte que tout cela se passe dans la paix. Donc, la sensibilisation coûte 7 milliards, hein, c'est bien ça, vous êtes un plus 7 milliards. 13 milliards. 13 milliards. 13 milliards. Ouais, il y a 7 milliards qui a été obtenu. Ouais. Alors, monsieur le ministre, quand même, vous l'avez dit, c'est la quatrième édition. Et non, vous, je vous pose deux questions rapidement. D'abord, dites-nous... qu'est-ce que vous avez constaté des 3 premières éditions qui ont été organisées? Quel constat vous faites? Quel que ça a apporté comme effet finalement sur le terrain? Est-ce que ça change un peu? Et puis, la deuxième question, c'est de savoir, compléter peut-être, ou disons repréciser aussi, vous avez dit c'est la sensibilisation, mais en clair, qu'est-ce que vous financez? Qui vous financez sur le terrain? Alors, si vous voulez, quels sont les impacts des 3 premières campagnes? Vous savez, sur l'immatériel, c'est très difficile, si vous voulez, d'évaluer. Mais la dernière, par exemple, c'est sur les 60 ans d'indépendance de la Guinée. Vous connaissez, en fait, tout le monde s'était attaché à l'indépendance de la Guinée. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui souvent ne savait pas très bien comment cette indépendance a été acquise, la fierté, l'orgueil national, le civisme, les armoiries, l'hymne. Donc ça, c'est des rappels qui étaient utiles. Alors si vous dites cette année-là, quelles sont ceux qui ont été financés? Alors, il y a d'abord quelques organisations de la société civile. Si vous prenez ceux qui vont faire, est-ce que je peux vous donner l'agenda rapidement? Et comme ça, je pourrais vous donner ceux qui vont intervenir, si cela vous convient. Oui, c'est important, oui, parce qu'on a posé la question de savoir qu'est-ce qui va ponctuer cette Sénacip. Ok, donc sur le premier jour, par exemple, c'est le lancement officiel, c'est des ouvertures. Conakry, c'est le président de la République ou son représentant. Dans les gouvernorats, c'est les gouverneurs et les préfets. Dans les préfectures, c'est les préfets. Le deuxième jour, c'est les conférences et débats. Et là, effectivement, c'est des organisations de la société civile, des professeurs, des académiciens qui vont intervenir, animer dans les écoles, les universités ou des clubs de jeunes ou de femmes pour traiter de la thématique. Donc, voilà une partie des gens qui ont été financés pour intervenir. Le troisième et le quatrième jour, c'est l'immersion. Que si vous voulez, normalement, le 16 octobre, la première phase du recensement électoral est normalement terminée, mais c'est sûr, compte tenu des réalités, des difficultés, est-ce qu'on ne va pas s'acheminer vers une extension de ce délai? Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup encore de gens qui patientent pour être recensés. Donc, c'est encore des groupes de jeunes qui vont encore être dans les quartiers, à tous les niveaux, pour voir où est-ce que nous en sommes, pour faire de la sensibilisation, parce que le plus important en matière électorale, c'est que les gens soient recensés. Donc, on a donc des groupes de jeunes qui vont intervenir dans ça. Le cinquième jour, c'est les actes de citoyenneté. Donc, ça, c'est les gouvernants, préfets, gouverneurs, sous-préfets, tous ceux qui ont des responsabilités. Ils vont aussi, si vous voulez, participer au niveau du public, au niveau des secteurs, au niveau des quartiers pour y venir. Bien. Allez-y, Madame Yoro, dernière question. Alors, Monsieur le ministre, quels ont été les critères de choix des ONG qui vont intervenir? Parce que d'habitude, le ministère lance un appel. Des ONG font des projets, bien entendu, par rapport aux thématiques choisies par le ministère. Et puis après, il y a des critères de sélection de ces organisations. Cette année, quels sont les critères qui ont permis de sélectionner les ONG qui vont travailler sur le terrain? Alors, je peux vous dire que vous avez vu comme on ne maîtrisait pas totalement le calendrier sur la mise en place des fonds. On n'a pas pu faire, comme vous le dites, un appel à concurrence. Donc, des ONG, il y en a
des ONG qui avaient l'habitude de faire des prestations. Bien. Certaines autres offres ont été sélectionnées. Mais à proprement parler, comme vous l'avez dit, puisqu'on n'arrivait pas à maîtriser totalement le calendrier, il n'y a pas systématiquement eu d'appel d'offres. Voilà. Le 6e jour, je disais, la synergie... Comment dit? Peut-être un dernier mot sur la médiation que vous avez menée pour quand même permettre qu'il y ait une fin de poursuite à l'encontre de cet activiste de la société civile, je vais nommer Lansana Diawara, et finalement, donc, qui ne sera plus inquiété du point de vue ennui judiciaire. Donc, la procédure va s'arrêter et c'est sous votre médiation. Comment vous y êtes pris? Bon, avant ça, sur la synergie des radios juste publiques et privées, on a sélectionné des gens qui vont intervenir et les Diakanké sont venus me dire d'inscrire M. Lamine Girassi. Il va s'exprimer uniquement, pas en Diakanké français, pas en Diakanké Soussou ou en Diakanké Poulard. Donc, c'est une information puisque l'un des plus grands directeurs des radios. Alors, finalement, sur la... Non, attendez, je ne comprends rien là. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le ministre? Je ne comprends pas. Il y aura une synergie des radios? Synergie, le 6e jour de la Sénatip. Ok, c'est ma première nouvelle. Synergie des radios publiques et privées. Donc, et des journalistes, et des personnalités politiques, et des citoyens vont intervenir en français et dans les langues nationales sur la thématique du jour. Donc, j'ai reçu une association de Diakanké qui m'ont demandé et finalement on vous a choisi pour que vous interveniez en Diakanké pur, hein. Pas en Diakanké français, pas en Diakanké... Vous avez choisi qui? Vous avez choisi qui? Lamine Girassi? Oui, d'intervenir en Diakanké, il sera étonné. Tout à fait, mais en Diakanké. Ouais, tu seras étonné. Ah ben là, vous serez déçu, monsieur le ministre. Mais non, tu seras étonné. Alors, sur la médiation, sur votre médiation qui permet donc la fin des poursuites contre Lansana Diawara. Pas possible. Bon, donc là, rapidement, si vous voulez, nous sommes en charge des droits de l'homme au niveau du ministère. Donc, en dehors de toute procédure, le ministère n'est ni un commissariat de police, ni un poste de gendarmerie, ni le tribunal. Mais chaque fois en tout cas, qu'un citoyen est en difficulté dans le cadre de l'application des lois, si nous pouvons faire des plaidoyers et des sensibilisations, nous le ferons. C'est ainsi que quand on a su qu'il était à la DPJ, nous sommes allés le voir et il nous a dit de quoi il s'agissait. Nous avons approché le ministre Kera qui avait été victime de diffamation et on a dit est-ce que tout ça, on ne pouvait pas vraiment, par le plaidoyer et la sensibilisation, le régler à l'amiable. Donc le ministre Kera a accepté et finalement il y a la lettre que vos sites respectifs ont publiée que nous avons envoyée au ministère de la Justice. Donc une procédure qui s'arrête à l'amiable. Merci. Grâce à la bonne volonté des deux parties. Merci beaucoup, mon cher. Voilà, merci beaucoup, monsieur Taran, et surtout bon courage. Vous en avez besoin. Merci beaucoup. On vous attend à la radio et en Diakanké. Pas en Diakanké français, Diakanké pur, vous allez comprendre. Merci beaucoup. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Désormais, vous avez accès à cette émission en direct aussi à la télévision. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Farana sur Bamboo FM. On s'intéresse évidemment à ce sitting, Madame Yoro. Ça serait donc quand exactement? Ça sera demain, vendredi, à partir de 9h. Finalement, jeudi, hein? Non, on a décidé de décaler parce que les femmes de l'opposition demandaient à manifester aujourd'hui pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, chevauchement là-dessus. Je suppose que les autorités auraient pu trouver un argument pour annuler l'un ou l'autre. On s'est décidé de reporter, de décaler d'un jour. Donc, pour nous, demain, ce sera au ministère de la Justice. Au lieu du ministère de la Défense, comme préalablement, comme on l'avait voulu, hein, parce qu'ils nous ont expliqué que si le ministère de la Défense ne se trouvait pas dans un camp militaire, cela aurait été possible. Mais vu que c'est dans un camp militaire et que normalement c'est inviolable, on ne peut pas permettre à des gens d'aller à l'intérieur d'un camp pour manifester, que nous avions le choix, soit changer l'endroit ou que ce n'était pas des prérogatives de la mairie de nous autoriser à aller manifester dans un camp militaire. Donc nous, l'objectif que nous visons ici, c'est quoi?
ils nous ont expliqué clairement, et j'ai échangé avec quelqu'un du ministère de la Défense qui m'a dit que là-bas, ils n'ont pas de gourdin ni de matraque, ils n'ont que des armes. Et nous, notre objectif, c'est pas de croiser le fer avec quelqu'un. Nous réclamons justice pour une dame. En fait, nous voulons savoir ce qui s'est passé à Sigiri pour cette femme, parce qu'elle réclame justice aujourd'hui depuis un bout de temps. Parce qu'il faut rappeler que ça s'est passé au mois de mai, mais jusqu'à présent, parfois, ce qui fait mal, c'est les menaces qu'elle continue de subir. Elle a été contrainte de quitter la ville et revenir ici. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Finalement, le sitting se tiendra devant le ministère de la Justice de 9h à 13h. Et donc, on a l'aval de la mairie de Kaloum. Et donc, tout le monde est interpellé. Ce que je voulais dire, signaler surtout, ce n'est pas une question de femmes. Ça ne concerne pas que les femmes. Parce qu'une femme qui est touchée, c'est la sœur de quelqu'un, c'est l'épouse d'un autre, c'est la tante de quelqu'un. Et le plus souvent, quand il y a ce genre de manifestation, vous voyez plus de femmes. Mais cette fois-ci, ce qui m'a touchée, quand j'ai fait le poste pour demander aux gens réellement de soutenir, en fait, nous ne voulons pas dire que ça s'est passé exactement comme la victime l'a dit. Mais quand une citoyenne guinéenne porte plainte et accuse une entité de la République, qui plus est un camp militaire qui se trouve dans la République de Guinée, on devrait enclencher bien sûr que la procédure est en cours, mais ce qui intrigue, c'est le fait qu'aujourd'hui cette dame continue d'être menacée. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi continue-t-on à la menacer? Qu'est-ce qui est fait par ce tribunal militaire justement pour que ce dossier puisse aller à son bout? Et donc c'est demain à partir de 9h et tout le monde est invité à faire un sitting. Nous serons là devant le ministère. Après, il y aura un message qui sera véhiculé pour demander à ce que cette procédure aille à son terme et que les menaces contre la dame puissent effectivement s'arrêter. Parce que hier, je parlais avec elle encore. Elle était dans une clinique parce que son état de santé, moralement, elle ne va pas bien et elle n'était pas encore bien portante hier. Mais il y a eu quelques contacts quand même du côté des États-Unis entre autres. Oui, il y a eu des contacts d'une ONG qui va lui apporter un soutien psychosocial. Un médecin va pouvoir l'examiner tout cela. Elle doit être accompagnée dans ce sens. Et puis je remercie l'ONG de Moussa Yoro pour quand même l'ouverture de cette collecte de fonds en sa faveur, parce qu'on estime que si elle a un capital et qu'elle commence un peu à faire son commerce, cela pourrait lui faire oublier un tout petit peu les atrocités qu'elle a subies. Je voudrais aussi annoncer que nous reviendrons sur un cas similaire à ce que j'ai dit sur le secteur de l'énergie. Il s'agit du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, qui a à peu près quelques similitudes avec ce que j'ai dit dans le secteur de l'énergie. Merci beaucoup, merci à vous tous, mesdames et messieurs, merci à Prince Diallo, ici à la réalisation, à la radio, à Cabinet Condé, côté télé, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à Mafata Sano, notre Thomas Lamine Sidibé. Bien, merci à vous tous, on se retrouve lundi pour un autre numéro sur Espace TV dans un instant, le journal de 20h avec la baronne, évidemment, Fatoumata Diané, et sur Espace, la radio, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouve avec Zik, laisse passer la matinée, prenez soin de vous, bon week-end par anticipation, au revoir.